Marie-Odile. Bonjour Hélène. Je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview sur la cybersécurité. Alors pour commencer, je vais t'inviter à te présenter pour comprendre ton parcours et ce qui t'a amené à œuvrer et à opérer dans ce domaine d'activité. Ravie de partager ce moment avec vous. Donc moi, je suis ingénieure de formation et j'ai eu la chance de démarrer ma carrière dans le monde du numérique, dans des sociétés internationales en France et à l'étranger. Et donc toujours au service de clients privés et publics, ici en France et à l'international. Donc, c'est vraiment le numérique et le fil rouge de ma carrière avec toutes les innovations qu'on connaît. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de voler mes propres ailes et j'ai créé ma structure, mon cabinet de conseil en cybersécurité, MRC2, pour accompagner les entreprises dans ce challenge qui devenait extrêmement important pour toutes les entreprises ou organisations publiques. Tu l'évoques, la cybersécurité prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies, dans celle des entreprises et même au niveau géopolitique. Et donc, il ne se passe pas en fait une journée aujourd'hui sans que le sujet ne soit abordé sous quelque forme que ce soit, et dans lequel on parle même parfois de menaces. Donc, ce qui pose question. Et dans ce contexte, euh, peux-tu nous expliquer dans quel contexte effectivement on s'inscrit aujourd'hui? Quels sont tes constats en termes d'évolution de ces menaces auxquelles les entreprises, les pays et nous-mêmes en tant qu'individus dans notre vie privée, nous sommes confrontés? Tout à fait, hein, c'est une menace vraiment qui est exponentielle et quand on regarde chaque année le World Economic Forum au mois de février publie une analyse des grands risques et on s'aperçoit que le cyber risque arrive, j'allais dire, dans le top 3 des risques, hein, juste derrière les risques climatiques. Donc effectivement, ça confirme bien l'acuité et la place de ce risque. Et on peut voir aussi l'augmentation, hein, quand on regarde ce que publie chaque année l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information, qui est un petit peu l'organisme de référence en France. On voit que le nombre de ce qu'on appelle les ransomware, les rançons logiciels, qui est une topologie de cyberattaque, augmente à peu près de 30% par an. Alors là, on est souvent dans le monde de l'entreprise, mais on peut regarder aussi, comme tu le soulignais, le monde du particulier, parce qu'on est aussi effectivement concerné par cette menace à titre de citoyen et à titre de particulier. Et là, on regarde également Cybermalveillance, qui est un petit peu le site qui est dédié à l'aide aux citoyens ou toutes petites entreprises. Et on voit que l'assistance aux particuliers et aux petites entreprises augmente, les requêtes augmentent de 10 à 20% chaque année. Donc, c'est vraiment une menace qui est ultra présente. Après, le deuxième aspect, au-delà de ces chiffres, hein, qu'il faut avoir en tête, c'est un petit peu le pourquoi de cette cybermenace, quels sont les objectifs des hackers. L'objectif, il est d'abord financier. Depuis une dizaine d'années, le coût de la cybercriminalité, il est supérieur à celui de la drogue, et qui est pourtant une référence importante. Et je lisais aujourd'hui que le coût de la cybercriminalité augmente 12 fois plus vite que les investissements que font les entreprises pour se protéger. Donc, on est un petit peu dans une course à l'échalote sans fin. On s'aperçoit que les hackers ont toujours une longueur d'avance sur les entreprises ou les particuliers. Et je fais cette comparaison avec la drogue parce que maintenant, c'est une industrie organisée. Et de la même façon qu'on a des guetteurs dans les cités, des revendeurs, de la même façon, sur la cybersécurité, on a des gens qui fabriquent les attaques, on a des gens qui vendent les attaques, on a des gens qui installent les attaques, il y a des gens qui sont spécialisés dans la revendication, dans la rançon. Donc, c'est vraiment devenu une industrie qui est je dirais, euh, confrontée, enfin, qui confronte des particuliers et des entreprises. Et la dernière chose, donc là, j'ai parlé beaucoup des aspects financiers, qui étaient la motivation première des hackers, mais il faut aussi parler, parce que l'actualité nous le rappelle hélas, hein, que c'est souvent aussi des opérations de vol de données, hein, donc capter des données industrielles, on voit l'aéronautique, on voit bien sûr dans le monde de la défense, hein, les attaques qui ont lieu pour voler des données, essayer d'avoir de l'avance, hein, industrielle, et puis bien sûr la déstabilisation
les guerres en cours, hein, que ce soit le conflit en Ukraine, que ce soit même la Calédonie. Hein. On a vu qu'il y a eu une cyberattaque juste quand le président a annoncé qu'il allait se déplacer en Calédonie. Donc on voit que c'est souvent très lié à l'actualité. Et c'est pour ça que les grands événements comme les Jeux olympiques ou d'autres événements nous incitent à être extraordinairement prudents, parce que la France va être un petit peu au devant de toutes l'actualité, et donc ça peut donner des motivations supplémentaires aux hackers au-delà de ce que je viens d'expliquer. On vient effectivement de parler de ces menaces. On voit bien l'impact d'un point de vue chiffre, financier, géopolitique. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça signifie en final pour nos organisations et quelles sont les conséquences auxquelles elles doivent faire face une fois qu'on a vu l'ensemble de ce contexte? Alors, tout à fait, on voit en fait un certain nombre de cyberattaques sont rendues publiques, hein, par exemple les hôpitaux, les collectivités ou certaines entreprises. Et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la désorganisation. C'est-à-dire le service n'est plus assuré, les urgences des hôpitaux sont obligées de fermer. C'est-à-dire qu'en fait, l'attaque bloque l'activité puisqu'il n'y a plus d'informatique qui est présente maintenant pour assurer. Donc la désorganisation, et puis bien sûr à la clé les coûts générés et au-delà par cette désorganisation. La deuxième chose aussi, alors qui est peut-être des fois moins visible tout de suite, c'est la fuite de données. C'est-à-dire que généralement, dans les typologies d'attaque, le hacker s'installe sur les systèmes d'information, commence par aspirer de la donnée qui transfère à l'extérieur de votre système d'information et ensuite déclenche l'attaque. Et c'est là où on s'aperçoit de l'indisponibilité. Donc, en fait, je dirais, les choses essentielles, c'est d'abord la désorganisation et les coûts associés à cette désorganisation. Et puis ensuite, bien sûr, du vol de données. Ça peut être de la donnée personnelle, de la donnée industrielle, ça peut être de la donnée financière. Et donc, quand on essaie de qualifier l'ampleur d'une cyberattaque, au-delà des critères techniques, combien j'ai perdu de gigaoctets, combien j'ai de postes de travail arrêtés, combien j'ai de serveurs contaminés, etc. En fait, on regarde bien sûr l'impact sur l'activité. Est-ce que mes entrepôts sont bloqués? Est-ce que mes urgences sont bloquées? Est-ce que mes guichets de banque sont bloqués? On regarde les impacts légaux. Je parlais de vol de données personnelles et on sait qu'avec le RGPD, le règlement sur la protection des données, si on ne le déclare pas en temps voulu à la CNIL, on peut avoir une amende. Il y a d'autres directives européennes qui seront déployées à partir d'octobre 2024 avec également des amendes à la clé. Et puis, on a un certain nombre d'industries hein, du réglementaire, je pense au nucléaire ou la banque, où ça peut aller au-delà en termes d'impacts légaux. Bien sûr, j'ai parlé des impacts financiers, hein, parce que si l'activité est stoppée, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc, on peut imaginer que très vite, en particulier, les PME peuvent être mises à mal très rapidement. Et puis, bien sûr, l'impact sur la réputation et l'image. Alors, même si aujourd'hui, je dirais, il est devenu, hélas, plus commun de se faire attaquer, donc on pointe moins du doigt, néanmoins, si les analyses révèlent des manquements graves dans la protection des systèmes d'information et la formation des collaborateurs, on peut un petit peu être mis à mal en termes d'image et de réputation. Et puis, je dirais, ça, c'est les impact activité, impact légaux, impact financier, impact image, les impacts classiques et communs à tout le monde, à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité et la taille. Et puis, on a deux nouveaux types d'impacts, hélas, qui vont arriver. C'est les impacts, j'allais dire, environnementaux et RH, puisque ces attaques maintenant touchent le monde industriel, le monde de la santé. Et comme le numérique est présent partout, on imagine typiquement que si on a des équipements médicaux qui s'arrêtent, on pourrait avoir des gens qui décèdent. On peut penser demain à la conduite autonome, si des systèmes étaient buggés de conduite autonome, à des accidents de voiture. Et puis, bien sûr, des accidents environnementaux. Si on a des capteurs défaillants, on peut imaginer des systèmes industriels qui ne s'arrêtent plus en cas de surchauffe ou d'incident et qui polluent l'environnement avec des accidents industriels graves à la clé. Donc, on voit vraiment une somme d'impact extraordinairement importante et c'est toujours une gageure dans une cyberattaque d'arriver à qualifier tous ces impacts le jour J et puis dans les jours et les semaines qui suivent. Tu évoques tous ces impacts. On se rend compte que la liste est de plus en plus longue, que c'est de plus en plus 360 hein, au regard de l'entreprise et qu'il faut avoir une approche vraiment holistique de la cybersécurité. Mais pour autant, on innove toujours de plus en plus.
Et les pays sont de plus en plus avancés sur l'intelligence artificielle, par exemple, hein, ce type de technologie qui utilise énormément de données. Et du coup, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que nous ne sommes pas face à un dilemme entre innovation et cybersécurité, et comment on peut vraiment allier les deux? Parce que si on veut continuer à innover, comment peut-on faire en sorte que les deux soient cohérentes pour la protection de l'individu, de l'environnement, comme tu l'as évoqué, des entreprises et bien évidemment d'un État, parce que ces données peuvent aller toucher, comme tu le disais, la santé et donc aussi tout un État souverain. Tout à fait. C'est vraiment un challenge aujourd'hui, hein. Comme je le rappelais, le numérique maintenant est partout, quelles que soient les activités dans lesquelles on opère à titre professionnel ou personnel. On est tous, je dirais, connectés, on est de plus en plus ouverts. Le monde de l'entreprise est de plus en plus ouvert. Je parlais de l'industrie. Avant, on avait des usines qui fermaient beaucoup en cercle, qui travaillaient beaucoup en cercle fermé. Maintenant, elles sont connectées pour échanger de la donnée en temps réel avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, mais aussi pour des opérations de maintenance. On fait de la maintenance à distance. On essaie de faire la maintenance la nuit, le week-end, suivant qu'on est sur des chaînes en continu ou pas. Donc, en fait, on vit dans un monde de plus en plus connecté. Donc, effectivement, ça ouvre un nouveau spectre de menaces et des nouvelles portes d'entrée pour les hackers. Et puis, au-delà de ça, et moi j'ai déjà été à confronter chez cela, chez certains de mes clients, qui d'un côté me disent Mario Deal, l'innovation, on est leader mondial dans notre industrie, on veut le garder, on a des concurrents qui peuvent être américains, chinois, européens ou d'autres pays. Donc, pour garder cet avantage, il faut qu'on maximise, par exemple, notre big data, enfin, toutes ces techniques maintenant qui permettent de faire de la recherche encore plus bossée, plus avancée, et donc trouver les outils qui nous permettent de faire cela. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une partie de cette technologie, elle n'est pas toujours européenne. On pense aux GAFAM ou à d'autres partenaires informatiques. Et comme tu le soulignais, on sait que il y a des lois extraterritoriales qui permettent effectivement de pouvoir requérir de la donnée ou de l'accès à les données. Et donc, ça veut dire qu'en termes de concurrence, c'est compliqué. Donc, d'un côté, on est poussé dans cette innovation pour rester leader mondial. Donc, il faut des outils techno et cette techno, elle est parfois pas en Europe, donc on va la chercher ailleurs. Et à contrario, là où on va chercher, il y a des zones de concurrence avec des outils juridiques qui permettent de capter de la donnée sans même aller faire une attaque d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément de la cyber, c'est des outils juridiques qui permettent de cela. Donc il faut trouver un espèce d'équilibre entre qu'est-ce que je me permets de faire pour garder ma place de leader, quel que soit l'environnement dans lequel je travaille, et puis les zones absolument de non-droit, soit sur certaines données, où je dis vraiment c'est mes pépites et je les protège, donc soit je reste une certaine forme de techno, je connecte pas, soit j'ai des techniques de chiffrement par exemple, qui me permettent de me protéger des hackers ou d'autres menaces que je viens de décrire. Donc c'est un équilibre, et ce qui est très intéressant, je trouve maintenant, c'est que c'est une discussion qu'on a avec les comités de direction. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis quelques années, c'est que ce n'est plus le sujet uniquement de l'informatique ou des responsables de sécurité informatique, mais c'est des sujets, je dirais, de géopolitique, c'est des choix métiers, et qu'on peut discuter avec des directions générales, avec des orientations assez passionnantes. Si on voit que c'est un domaine qui est en perpétuel mouvement, qui évolue énormément, qui a beaucoup évolué ces dernières années, si on faisait un peu de prospective sur la cybersécurité, que peut-on imaginer d'un point de vue géopolitique ou aussi avec l'avènement de cette technologie de plus en plus puissante, hein, on parle d'IA aujourd'hui, mais on parle aussi de quantique. Donc, comment on peut projeter ce que sera la cybersécurité de demain? Alors effectivement, il y a plusieurs aspects dans ces évolutions et dans cette prospective qu'on essaie de faire pour se préparer. Alors il y a la partie, tu l'as rappelé, géopolitique, et je crois qu'avec le conflit en Ukraine, c'est la première fois qu'on a vu officiellement les hackers
prendre parti soit pour la Russie, soit pour l'Ukraine. Donc je dirais, c'est une nouvelle forme de guerre cyber qui s'est installée. On voit des opérations de déstabilisation, je parlais de la Calédonie et autres, qui sont opérées des puissances étrangères. Donc je crois que c'est quelque chose qui n'est plus de la prospective, mais qui est actuel. Et on voit bien nos armées en particulier qui se sont emparées du sujet, ont des commandements cyber. Donc c'est un nouvel espace de conflictualité avec des nouvelles armes, des façons d'opérer. Et on voit bien la montée en puissance avec le recrutement de cyberattaquants et cette montée qui se fait. Et puis il y a la deuxième chose, effectivement, enfin un deuxième aspect qui est l'évolution technologique. Alors on peut citer effectivement plusieurs choses sur lesquelles on réfléchit. Alors il y en a une, je dirais, qui est maintenant présente et tu l'as citée, c'est l'intelligence artificielle. Alors je dirais qu'il y a risque et bénéfice. Risque parce que bien sûr, les hackers se sont aussi emparés de cette technologie-là et on réfléchit à des attaques d'abord beaucoup plus automatisées, industrialisées, mais aussi beaucoup plus pointues. Donc oui, les hackers se sont emparés, je dirais, de toutes les avancées de l'intelligence artificielle. Mais je dirais, nous, de notre côté, on s'en empare aussi sur la partie défensive, détection, puisque ça nous permet de faire du recoupement de signaux faibles, d'analyse de vulnérabilité, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans un petit peu l'état de nos systèmes d'information, en cas de vulnérabilité, les impacts, ou de comprendre en cas d'attaque, de recouper un certain nombre d'informations de façon beaucoup plus rapide. Donc, je dirais, ça raccourcit notre temps d'investigation et donc potentiellement pour pouvoir restaurer et reconstruire. Donc, dans l'IA, on est un petit peu là dans cette course effrénée à la techno pour l'utiliser dans nos métiers parce qu'on sait que les hackers le font. Et puis, il y a des technologies comme le quantique que tu as également cité. Alors là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus moyen terme, alors que l'IA est présente aujourd'hui. Le quantique, le grand sujet qui est mis en exergue aujourd'hui, c'est le quantique va casser nos clés de chiffrement. Je parlais précédemment des avantages du chiffrement pour protéger des données sensibles, qui peuvent être du patrimoine de recherche, du patrimoine industriel, du patrimoine bancaire, médical et autres. Aujourd'hui, c'est chiffré et la puissance, les nouvelles puissances que va apporter le quantique demain va pouvoir casser beaucoup plus facilement les clés de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. Et donc là aussi, il y a des travaux et des réflexions en cours pour savoir comment, avec le quantique, on va pouvoir continuer à protéger nos données, à les chiffrer, parce que ça va. Alors là, on est sur des ruptures, beaucoup plus que sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des accélérations. Je dirais le quantique, c'est des ruptures, puisqu'il faut repenser un petit peu ce qui existe depuis très longtemps, parce que le chiffrement, c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. On a plus ou moins utilisé, donc ça dépend dans quelle industrie on travaille. Donc on est en permanence, c'est pour ça que la cyber, c'est un métier très complet, c'est à la fois un métier technologique, et on vient de parler d'IA et de quantique, c'est un métier, j'ai parlé de loi, de législateur, c'est un métier aussi de continuité d'activité, donc il faut être connecté au métier. C'est un métier de communication, puisqu'il faut savoir, en cas de cyberattaque, trouver les bons éléments de langage pour communiquer aussi bien en interne qu'avec toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que quand on dit on manque de ressources aujourd'hui dans la cybersécurité, je dis attention, ce n'est pas uniquement un métier technique, un métier d'ingénieur, un métier geek, plus du tout. Il faut changer cette image et de dire on a besoin de tous les talents pour arriver à maîtriser ce sujet absolument passionnant. Merci Marie-Odile pour ce passionnant échange sur la cybersécurité et cet éclairage. Ravie que tu aies répondu à ces quelques questions pour éclairer l'ensemble de notre auditoire. Merci Hélène et vive l'innovation cyber.